Dans l'exercice numéro 3 du TD de physique 10, il est question d'un skieur dont on vous donne la masse, 80 kg, qui est tiré par une perche sur une piste rectiligne faisant un angle alpha égal 15 degrés par rapport à l'horizontale. Donc cet angle est mentionné ici. L'horizontale, c'est ce trait tout en bas et la piste est celle-ci. Donc il y a un angle alpha qui vaut 15 degrés, sachant que la perche fait elle-même, cette perche qui est ici, un angle de 40 degrés par rapport au plan de la piste. La piste, on vous dit qu'elle est verglacée, les frottements sont considérés comme négligeables, donc ça aura une incidence sur le bilan des forces. Et autre mot important, il y a d'ailleurs deux mots qui sont importants ici, je dirais même trois. La piste est rectiligne et le skieur évolue à vitesse constante. Donc ça aura une incidence sur le type de mouvement et donc sur le choix des lois qu'on appliquera. Ce qu'on vous demande, c'est d'exprimer, de calculer la valeur de toutes les forces extérieures subies par le système. Alors, comme à chaque étude de ce type, la première chose à faire, évidemment, c'est de présenter le système, le référentiel et faire un bilan des forces. Le système est évidemment le skieur, c'est l'objet dont on étudie le mouvement. Le référentiel terrestre est supposé galiléen pour qu'on puisse appliquer les lois de Newton. Et bilan des forces. Donc, notre système est soumis évidemment à son propre poids. Donc, son poids qui est une force orientée verticalement vers le bas, même si la piste est inclinée d'un certain angle, ça n'a aucune incidence. Le poids est par définition vertical, cette force qui est représentée ici. Le système est soumis à la réaction normale du sol. Par définition, cette réaction normale est perpendiculaire au sol, donc elle n'est pas verticale, attention. Elle est perpendiculaire à la piste, donc elle est légèrement inclinée ici. En tout cas, il y a un angle droit par rapport à la piste. Et il n'y a pas de réaction tangentielle, ce que je marque ici, puisque l'énoncé précisait qu'il n'y avait pas de frottement. Donc, synonyme, frottement, réaction tangentielle. Cette réaction tangentielle n'est pas présente. Si elle avait été présente, on l'aurait orientée déjà en partant du centre, du point d'application au niveau du sol et orientée dans le sens opposé au mouvement, c'est-à-dire ici vers la gauche, si notre système évidemment se déplace vers la droite. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et évidemment, il y a la force exercée par la perche qui suit l'axe de la perche et qui permet à notre système d'avancer dans le sens souhaité. Donc la force exercée par la perche est orientée selon l'axe et dans le sens du mouvement. Pour un souci de simplification, ce qu'on peut faire, c'est représenter toutes ces forces, hein, puisque là, elles ont toutes des points d'application différents, centre de gravité du système, point d'application de la réaction normale au niveau des skis et au niveau des bras pour la force exercée par la perche. Pour un souci de simplification, je peux vous conseiller de toutes les représenter en un même point. Vous voyez ce que j'ai marqué ici, on représente toutes les forces au centre d'inertie du skieur. Ce n'est pas le véritable point d'application des forces, mais j'ai gardé la même, vous voyez, orientation pour Rn, F et P que sur le schéma du haut. Simplement, je les ai représentés au niveau du centre d'inertie de notre skieur. Ce sera plus simple et plus facile pour représenter ces forces. Donc l'angle bêta était indiqué dans l'énoncé, hein, c'était cet angle par rapport à l'axe de la piste. Et je vais choisir donc aussi un système d'axe. Un système d'axe OX, Y qui n'est pas imposé, mais on va essayer de choisir des axes qui sont relativement pratiques pour nous. Donc, par exemple, j'ai pris l'axe OX qui est l'axe de la piste, puisque c'est un axe qui est relativement défini clairement dans l'énoncé. Et j'ai pris un axe OY qui est perpendiculaire à l'axe OX, ce qui permettra d'avoir la réaction normale uniquement d'ailleurs selon cet axe. On retrouve donc l'angle bêta ici entre la perche, l'axe de la perche qui est aussi représenté par la direction du vecteur F et l'axe de la piste. Donc l'angle bêta, il n'y a pas de complication, c'est le même angle bêta qu'ici. Ce qui peut être compliqué, c'est pour trouver l'angle alpha. Vous voyez, l'angle alpha qui était l'angle que faisait la piste avec l'horizontale. Pourquoi est-ce qu'on le retrouve effectivement ici? Alors visuellement, on voit qu'effectivement c'est un petit angle et qu'on retrouve un petit angle ici. Si on veut le retrouver, c'est ce que je vous ai montré ici sur un schéma que j'ai reproduit. L'angle alpha à la base, c'est celui-ci, hein, on est d'accord, entre l'horizontalité représentée par les pointillés et l'axe de la piste. Si je regarde dans ce triangle rectangle ici que je représente ici avec l'axe de la piste, le début du vecteur poids et l'horizontale, j'ai un triangle rectangle angle droit ici à cet endroit-là du triangle rectangle, un angle alpha qui est ici, 90 degrés qui est ici. Or, dans la somme dans ce triangle qui est ici, la somme des angles fait
180 degrés. Ici, vu que j'ai 90 degrés et ici alpha, c'est-à-dire que l'angle qui est ici, là, de ce côté-là, est égal à 90 degrés moins alpha. Or, ici, j'ai encore un angle droit, ici, entre l'axe de la piste et l'axe OY. J'ai un angle droit, donc j'ai 90 degrés. Or, comme j'avais 90 degrés moins alpha ici, c'est donc que ce petit angle vaut bien alpha. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration. Vous pouvez tout de suite mentionner que l'angle alpha, c'est l'angle que fait le vecteur poids par rapport à l'axe OY. Mais la démonstration est donc la suivante. Alpha ici, 90 degrés ici, 90 degrés moins alpha pour ce petit angle en blanc. Mais comme j'ai un angle droit entre l'axe OY et l'axe OX, eh bien, c'est-à-dire que ce petit bout d'angle ici vaut bien alpha. D'accord? Alors, partant de là, qu'est-ce que j'ai fait pour répondre à la question qui était posée? La question qui était posée, c'était de trouver la valeur de toutes les forces. Donc, il faut d'abord faire un lien entre toutes les forces. Et ce lien, quel est-il? Eh bien, c'est l'application de la première loi de Newton. Cette première loi de Newton, pourquoi est-ce que je peux l'appliquer? Eh bien, parce que je suis dans le cadre d'un mouvement rectiligne et uniforme. Quand tout à l'heure, je vous disais que tous les mots étaient importants, le fait d'avoir une piste rectiligne et que ça évolue à vitesse constante, ça traduit donc un mouvement de type rectiligne uniforme. Et dans un référentiel galiléen, la première loi de Newton permet d'affirmer que les forces se compensent. Donc vecteur poids plus vecteur Rn plus vecteur F est égal à vecteur nul, c'est bien une relation vectorielle. Si vous vouliez utiliser la deuxième loi de Newton ou le principe fondamental de la dynamique, eh bien vous pouvez tout à fait, puisque vous écririez que la somme des forces, vecteur poids plus vecteur Rn plus vecteur F égale masse fois accélération, avec une masse du système supposée constante. Mais comme on est sur un mouvement rectiligne uniforme, eh bien l'accélération est nulle, et donc on aboutit de nouveau finalement à ce que donne la première loi de Newton. Alors, comment trouver maintenant la valeur de toutes les forces? Avant de passer à la suite, ce qu'on peut faire, et ce qui peut être pratique, c'est de donner les coordonnées de chacun des vecteurs dans le système d'axe OX, OY. Alors, le plus simple des vecteurs dont les coordonnées sont faciles finalement à repérer, ça va être Rn. Le vecteur Rn, on voit que pour dessiner ce vecteur Rn, je ne me déplace que selon l'axe OY. Je ne me déplace pas selon l'axe OX. Donc ça veut dire que son abscisse, Rnx, est nulle. En revanche, son ordonnée n'est pas nulle. On se déplace bien selon l'axe OY, dans le même sens que l'axe OY. Donc Rny est égal à Rn. C'est une ordonnée qui est positive. Rn étant une valeur positive. Une valeur de force est toujours positive. Ensuite, un peu plus compliqué, la force F exercée par la perche sur le skieur, eh bien, elle a deux composantes. Pour dessiner ce vecteur F, je suis obligé de me déplacer selon l'axe X de cette quantité que j'ai notée F indice X, l'abscisse du vecteur F, et de cette quantité verticale, non, pas verticalement, mais en tout cas selon l'axe OY, je me déplace de cette quantité. Donc, l'abscisse du vecteur F, c'est celle-ci que je note Fx, et l'ordonnée du vecteur F, c'est celle-ci, partie-là, que je note Fy. Ce qu'on constate, c'est que pour aller de l'origine du vecteur jusque la pointe de la flèche, fx, je pars donc de la gauche et je vais vers la droite. Donc fx sera de signe positif. Fy, pareil, je me déplace pour dessiner, arriver jusqu'à la pointe de la flèche vers le haut, donc dans le même sens que l'axe Y. Donc Fy sera aussi positif. Donc devant les coordonnées Fx et Fy, il y a un signe plus finalement. Ce que je dois marquer à droite ici du signe égal doit être positif. Alors maintenant, comment j'ai abouti à fx est égal à f fois cosinus bêta et fy égale f sinus bêta? Eh bien, dans ce triangle défini par les côtés fx, fy et grand F, j'ai un triangle rectangle. Et ce triangle rectangle, eh bien, si je regarde par rapport à l'angle bêta, fx est le côté adjacent de l'angle bêta, grand F est l'hypoténuse. Donc je peux mentionner que fx divisé par grand F est égal à cosinus bêta. Si je reformule, cela conduit à fx est égal à f fois cosinus bêta. De même, fy est le côté opposé de l'angle bêta, divisé par l'hypoténuse grand F, fy sur grand F sera égal à sinus bêta. Donc, en reformulant, j'en déduis que fy est égal à f fois sinus bêta. Concernant le poids, pour dessiner le vecteur poids, je constate que je pars de l'origine et j'arrive à la pointe de la flèche qui est ici. Donc je me déplace d'une quantité PY qui part de l'origine et qui descend jusqu'à cet endroit-là. Donc PY va être de signe négatif puisque pour partir de l'origine et arriver jusqu'ici, je me déplace dans le sens opposé à Y. Donc vous voyez que devant mon PY, j'ai mis un signe moins.
Et de même, partant d'ici pour arriver à la pointe de la flèche, je me déplace selon X vers la gauche, alors que l'axe OX est orienté vers la droite. Donc PX sera de signe négatif. J'aurais d'ailleurs très bien pu partir de cette origine ici, hein, du poids P, me déplacer selon X vers la gauche, mais ça restera donc un PX qui sera négatif, et me descendre vers le bas ici, donc pour arriver à la pointe de la flèche, donc descendre et me déplacer dans le sens opposé de l'axe Y, donc PY est bien négatif. Donc dans les deux cas, j'aurai un signe moins pour les coordonnées du vecteur poids. Ensuite, même principe que tout à l'heure, PX, c'est le côté opposé de l'angle alpha qui est mentionné ici. Donc si je fais PX, côté opposé sur hypoténuse, qui est le vecteur poids, j'ai un sinus. Mais attention, hein, PX en valeur absolue, hein, quand je dis PX divisé par P. Donc PX en valeur absolue divisé par P hypoténuse est égal à sinus alpha. J'en déduis donc que Px en valeur absolue est égal à P fois sinus alpha, mais avec un signe moins du fait de l'orientation de Px qui est opposée à l'axe OX. De même, Py, c'est le côté adjacent de l'angle alpha, divisé par l'hypoténuse, ça va donc donner un cosinus si je raisonne en valeur absolue. Donc, cosinus alpha est égal à py en valeur absolue sur p. Si je reformule, ça donne bien py égale p cos alpha, auquel je rajoute un signe moins pour tenir compte de l'orientation de py. Je n'ai plus qu'à utiliser cette première loi Newton et à la projeter sur les axes OX et Y pour répondre aux questions. Si je projette la première loi de Newton sur l'axe OX, la relation vectorielle devient la même relation avec les abscisses des vecteurs, c'est-à-dire que l'abscisse du vecteur poids plus l'abscisse du vecteur Rn plus l'abscisse du vecteur Fx est égal à l'abscisse du vecteur nul, c'est-à-dire 0. Px, Rnx, Fx ont été exprimés précédemment, je n'ai plus qu'à remplacer. J'en déduis donc que moins P sinus alpha plus 0 plus F cos bêta est égal à 0, c'est-à-dire, finalement, la seule inconnue là-dedans va être F, qui est égal à P sinus alpha sur cos bêta, sachant que P est donné par m fois g. F est donc égal à mg sinus alpha sur cosinus bêta. On a toutes les données pour faire le calcul, une masse en kilogrammes, les angles en degrés. Faites attention à ce que votre calculatrice soit en mode degré pour que le résultat final soit cohérent et cela vous donnera une force F qui vaut 265 newtons. Alors, grâce à cette projection, on n'a accédé que à la valeur de grand F. Maintenant, si on veut connaître la valeur de Rn, on va projeter sur l'axe OY, toujours cette loi de Newton, qu'on projette sur OY, ce qui fera ordonnée du poids plus ordonnée de Rn plus ordonnée de F égale vecteur égale ordonnée nulle, ordonnée d'un vecteur nul. Donc Py plus Rny plus Fy égale 0. Py, Rny, Fy ont été exprimés précédemment, elles sont d'ailleurs ici, moins P cos alpha, Rn et F multiplié par sinus bêta. Je remplace, et vu que je souhaite isoler Rn, j'ai Rn égale mg cos alpha, hein, je remplace P par mg, et F sinus bêta, F étant une valeur connue désormais grâce à la projection qu'on a fait précédemment. Vous n'avez plus qu'à remplacer, toujours en faisant attention à avoir des angles en degrés et donc une calculatrice également en mode degré. Vous obtiendrez Rn qui vaut 587 newtons. Et on aurait d'ailleurs très bien pu commencer par calculer le poids P égale m fois g et on aurait obtenu un poids qui vaut 784 newtons.